Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Sylvie Lefranc, experte en yoga du visage, en énergétique chinoise pour la beauté du visage et facialiste. Elle vient de publier son dernier livre, Ma révolution beauté du visage, en collaboration avec la facialiste japonaise Ena Narumi. Dans cet échange, on aborde la vision holistique du yoga du visage et la réconciliation qu'elle propose entre le corps et l'esprit. On s'interroge sur le positionnement de cette pratique dans un marché de l'esthétisme en plein essor, sur ses bienfaits physiques, énergétiques et physiologiques, notamment sur nos émotions et le stress. Parce que le yoga du visage, c'est avant tout une rencontre avec soi-même. Une invitation à habiter son visage, à mieux s'aimer et à bien vieillir avec soi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Amira. Sylvie, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans Epion Podcast aujourd'hui. Le plaisir est tout partagé. Je suis ravie d'être avec toi. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de yoga du visage, de bien-être, de peau, de visage. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Sylvie, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer un peu ton chemin jusqu'à cette pratique du yoga du visage? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis Sylvie Lefranc. Ça fait un certain nombre d'années maintenant, je dirais plus de 20 ans que j'explore différentes techniques de bien-être et de beauté. Mon premier pays d'inspiration a vraiment été l'Inde, où je me suis rendue à de nombreuses reprises, où je me suis formée au yoga, au massage ayurvédique. Et puis après, j'ai élargi un peu le champ des pratiques pour aller plus vers la médecine chinoise, l'acupuncture, avec toujours cette idée finalement de beauté. J'ai toujours adoré la cosmétique, adoré mettre des produits sur la peau, et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti le désir de pouvoir allier tout ce qui était technique de bien-être, respiration, pratique corporelle, énergétique, avec cette notion de beauté. Et je me suis dit, finalement, je suis enseignante de yoga, je fais des massages ayurvédiques du corps et du visage. Est-ce qu'il y aurait moyen d'étendre finalement toutes ces disciplines à l'esthétique au niveau du visage? Et donc c'est comme ça que l'idée d'enseigner le yoga du visage est venue. Alors je ne suis pas du tout la créatrice de cette discipline. C'est une discipline qui existait depuis de nombreuses années, qui était très populaire aux États-Unis, avec une japonaise, Fumiko Takatsu, qui était vraiment un peu la pionnière dans le monde occidental. Il y avait eu aussi une pionnière en France, qui était esthéticienne pratiquante de yoga, qui s'appelle Catherine Hurwitz et qui était décédée au moment où moi j'ai commencé à m'intéresser à la pratique. Et puis j'ai eu la chance finalement déjà de pouvoir me former, et puis soudainement de sentir que toutes ces disciplines auxquelles je m'étais nourrie pendant presque 20 ans pouvaient faire sens et pouvaient se réunir dans ce que j'appelle aujourd'hui le yoga du visage, à mon sens, parce qu'il y a plein de yoga du visage aujourd'hui, mais vraiment cette discipline très holistique qui allie vraiment une dimension physique, corporelle, musculaire du visage, avec une dimension énergétique et aussi avec une dimension émotionnelle de bien-être, et qui fait que finalement, on ne pratique pas le yoga du visage que pour pouvoir avoir l'air plus jeune, ou pour prévenir le vieillissement, mais aussi pour se sentir mieux et bien dans sa peau. C'est très intéressant, et effectivement, une de mes premières questions, c'était le yoga du visage. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'enseignements, c'était pas le cas quand toi t'as démarré. Et aujourd'hui, c'est très axé effectivement sur l'esthétique, en tout cas sur le marché. Et toi, ton positionnement, et je trouve ça intéressant, justement, tu viens nous expliquer que le yoga du visage, c'est pas arrêter le temps, mais c'est mieux habiter son corps et son visage. Et je voulais qu'on commence par ça, parce que je trouve que c'est vraiment un message important. Absolument. Alors c'est vrai que quand moi j'ai finalement
redémarrer un peu cette discipline qui était tombée quelque peu en désuétude en France. Catherine Hurwitz était décédée, il y avait eu un successeur mais qui n'avait pas vraiment percé. Et donc moi quand j'ai commencé à enseigner, à faire des petits tutos sur les réseaux sociaux, etc., c'était en 2017-2018. Et en gros personne ne parlait de yoga du visage. Et puis j'ai sorti mon premier livre du coup il y a 6 ans, en 2019, qui s'appelle Yoga du visage, 5 minutes par jour pour rajeunir, aux éditions Le Duc, qui est mon éditeur qui me suit depuis. On en est au 7e là cette année. Et c'est vrai que c'était en fait une discipline qui était ancrée dès le départ dans cette alliance corps-esprit, corps-émotion. C'était le prisme que je lui avais donné. Moi, je venais du yoga corporel. Enfin, je venais d'un tout autre univers avant, mais mon angle, c'était vraiment le yoga corporel. Et le yoga corporel, dans sa tradition, c'est vraiment finalement travailler sur le corps, mais pour aller vers un alignement intérieur, vers un mieux-être et une forme de guérison émotionnelle. Et donc, ça a toujours été l'axe que j'ai pris pour le yoga du visage. Et comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment depuis le confinement, c'est une discipline qui a explosé. Il y a beaucoup de tutos et c'est vrai qu'elle a un tout petit peu perdu, ou en tout cas ce que l'on voit beaucoup est très physique. À savoir, en gros, on peut toujours choisir, j'ai des rides sur le front, botox ou yoga du visage. J'ai du relâchement, acide hyaluronique ou yoga du visage. J'ai vraiment un double menton, lifting ou yoga du visage. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un prisme très physique. Le yoga du visage est une discipline physique. On travaille sur des muscles, on travaille sur des tissus. Donc effectivement, il a un impact physique qui est très fort. Mais personnellement, je continue à alimenter énormément la dimension émotionnelle parce que je pense que être bien et se sentir bien dans son visage, c'est avant tout un processus intérieur. Nous n'arrêterons pas le temps qui passe. D'ailleurs, ce n'est pas du tout notre intention. Nous voulons être avec la vie et c'est vraiment dans cette logique aussi d'unité dans la notion de yoga et à la notion d'union. Union corps-esprit. Et c'est vraiment ce que je prône personnellement dans le yoga du visage, c'est que nous ne voulons pas être contre le temps, nous ne sommes pas contre notre corps, nous ne sommes pas contre un processus complètement naturel qui est qu'effectivement notre corps change avec le temps, mais nous voulons l'accompagner au mieux. Et finalement, dans cet accompagnement, la façon dont nous nous sentons va effectivement avoir un impact énorme sur notre visage, plus que sur toute autre partie de notre corps. Que nous soyons malades ou en pleine forme, on regarde nos bras et nos jambes, on ne le voit pas, on regarde notre visage. Si on a la grippe ou si on est au cœur des vacances hyper détendu, en pleine santé, on n'aura pas le même visage. On est très joyeux, on est très triste, on n'aura pas le même visage. On est très en colère, on est très anxieux, on n'aura pas le même visage. Donc s'il y a bien une zone en plus au niveau du corps qui va refléter notre équilibre intérieur sur le plan émotionnel, c'est le visage. Donc ce serait dommage de travailler dessus et de finalement ignorer complètement cette dimension. Ce que tu dis là est très important, d'autant que là tu parles un peu du botox, l'acide hyaluronique, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Il y a cette notion aussi avec le botox de venir figer aussi les traits, les émotions, là où le yoga du visage redonne plein pouvoir de son visage, son expression, et je trouve que cette différence, elle est quand même fondamentale. Alors elle est fondamentale, et si tu veux, c'est là-dessus, alors il n'y a pas d'antagonisme au sens où j'ai un certain nombre d'élèves qui font des injections et qui font du yoga du visage et on n'est pas dans une guerre de pratique en disant le yoga du visage est en opposition avec la médecine esthétique et si vous faites du yoga du visage, vous n'avez pas le droit de faire de la médecine esthétique et réciproquement. Néanmoins, ce qui me semble très important à souligner, c'est la notion de flux et de circulation. Dans toutes les médecines ancestrales, que ce soit la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, et je pense que si nous, on revenait aussi sur nos médecines traditionnelles, que l'on a un petit peu perdues, mais qui sont toujours vivantes et que l'on retrouve grâce à ces médecines asiatiques. Ce qui est très important et ce qui fait qu'un corps est vivant, c'est la circulation, les flux. Et notre visage est parcouru par un grand nombre de méridiens. D'ailleurs, on peut stimuler des points d'acupression sur le visage, ce que je propose aussi dans mes enseignements, pour réactiver la circulation. Et dans cette circulation énergétique, eh bien, bien sûr, il y a derrière la circulation sanguine, la circulation lymphatique et la vitalité. Et la différence entre un corps mort et un corps vivant, c'est que l'énergie circule. Et donc, c'est vrai que dans le yoga du visage, au contraire, on ne veut surtout rien figer, on veut relancer la circulation pour que les tissus soient aussi vivants que possible. Donc c'est vrai que constitutionnellement, on a une forme d'antagonisme entre une discipline qui va bloquer
et une discipline qui va relancer la circulation. Se masser, c'est relancer la circulation. Stimuler des points d'acupression, c'est relancer la circulation. Faire bouger des muscles, c'est relancer la circulation. Et un tissu très très important, justement quand on parle de cette circulation, c'est le fascia. On en parle de plus en plus aujourd'hui, notamment au niveau du corps, parce que c'est ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique qui est le tissu constitutionnel du corps, le tissu conjonctif qui va englober jusqu'aux cellules nerveuses. Et lui, quand il se fige, il se rigidifie, il perd de son élasticité et cela a un impact sur toutes les dimensions de notre être, des plus physiques aux plus subtiles. Et donc finalement, là encore, venir se figer apparaît comme une forme d'antagonisme par rapport au yoga du visage stricto sensu. Très clair, merci Sylvie. Aujourd'hui, quelles sont les grandes composantes? En tout cas, toi, comment tu vois le yoga du visage? Quelles sont les grandes composantes que tu y intègres aujourd'hui? Alors, il y a une dimension physique, corporelle. Nous avons 57 muscles entre le sommet de la tête et la base du cou. Et ces muscles, eh bien, on les travaille. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Alors, on les travaille tout le temps, en fait. Quand on sourit, on les travaille. Quand on mange, et qu'on mastique, on les travaille. Quand on déglutit, on les travaille. Quand on cligne des yeux pour hydrater les yeux, on les travaille. Donc, en fait, on est toujours en train d'activer certains muscles. Mais c'est vrai que justement, eh bien, il y a certains muscles qu'on va, entre guillemets, trop activer. Et donc, on va avoir beaucoup de rides d'expression. Et puis d'autres qu'on ne va peut-être pas assez activer. Et donc, on va subir du relâchement. Donc, l'idée, c'est de bien identifier ceux qui travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas assez pour justement proposer des pratiques musculaires qui vont permettre de travailler sur ces deux dimensions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la dimension énergétique. Notre visage est traversé de méridiens. On a beaucoup de points d'acupression sur le visage. Le gros avantage, c'est qu'ils sont très en surface, donc facilement accessibles et très sensibles à la stimulation, notamment par les doigts, ce que l'on pratique. Donc, on va aussi avoir des pratiques énergétiques. Et puis après, on va aussi avoir des pratiques un petit peu différentes, comme vraiment des automassages. Bon, ça, bien sûr, on en voit aujourd'hui de façon très répandue, mais aussi du face taping, qui est la pose de bandes de kinésiologie sur le visage qui va cibler ce fameux fascia et permettre vraiment une régénération profonde au niveau des tissus tout en travaillant sur la rééducation musculaire. Donc il y a tous ces piliers qui sont localisés sur le visage et au-delà de ça, la posture. Si on se tient comme ça, Bon là, vous le voyez pas, mais Sylvie se courbe. Voilà, comme derrière un écran. En fait, quand on regarde un téléphone ou un écran, on est tout enroulé. Ouais. Et ça, c'est vraiment catastrophique pour le visage. Quand on a la langue mal positionnée à l'intérieur de la bouche, c'est très mauvais pour le visage. Donc tout ça, en fait, ce sont aussi des dimensions de posturologie, de respiration. Si on respire par la bouche, c'est très mauvais pour le visage, au-delà d'être très mauvais pour le métabolisme. Ça a aussi un gros impact sur l'affaissement des traits du visage, la création de cernes, de poches, etc. Donc, au-delà du visage stricto sensu, dans mes cours particuliers notamment, je replace le visage dans un écosystème global et je vois finalement comment le visage s'inclut dans les grands équilibres au niveau du corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est beaucoup sur les ordinateurs avec un regard qui est quand même assez figé, un front qui est assez crispé. Moi, je le sens parfois, j'ai mon front super crispé. C'est ça, les sourcils qui se resserrent, les sourcils qui remontent et qui sont très crispés. Donc ça, ce sont des dimensions qui sont à travailler localement, mais on aura d'autant plus de tension dans le front qu'on a des tensions dans la nuque. On aura d'autant plus de tension dans la nuque, réussir à abaisser les épaules est très finalement important. On pourrait dire, le visage, le travail sur le visage commence dans la posture et dans la respiration. D'ailleurs, j'avais co-animé en août-septembre 2 ateliers avec une maître de Zenkokyu japonaise qui m'avait fait l'honneur de venir à Paris pour animer ces ateliers avec moi. Et c'était fantastique parce qu'effectivement, en travaillant sur la posture, on libère énormément de choses au niveau du visage. Et tu vois, ce que j'aime bien aussi dans cette logique yoga du visage, c'est que ce n'est pas que le visage. Mieux respirer fait qu'on a un meilleur métabolisme, on a une digestion qui est plus harmonieuse, on a un sommeil qui est plus harmonieux. Donc le visage peut être une porte d'entrée pour finalement venir travailler sur le corps dans son ensemble et se sentir mieux dans sa peau. La peau, c'est un organe très précieux. Être bien dans sa peau, c'est vraiment une expression qui fait partie maintenant du langage courant. Être bien ou mal dans sa peau. Et je dirais que le yoga du visage est une pratique qui nous permet pas à pas de nous sentir de mieux en mieux dans notre peau, même si elle change avec le temps parce que naturellement, elle vieillit. Et c'est vrai que là, tu parles de la posture et de la respiration. Moi, j'avais commencé à pratiquer un peu le yoga du visage. Et c'est vrai qu'on commence par travailler le cou, la posture, la respiration. Et de prime abord, on se dit, mais pourquoi je travaille tout ça alors que l'objectif, c'est de travailler le visage? Mais effectivement, tout est lié. Tout est lié. On n'a pas une espèce de frontière
hermétique entre ce qui se passe sous les épaules et ce qui se passe au-dessus. Et là encore, c'est la médecine chinoise qui nous donne par exemple un socle vraiment conceptuel sur lequel s'appuyer au travers de la notion de méridien. Nos joues sont traversées par le méridien de l'estomac, notre front par la vessie et la vésicule biliaire. Le sillon nasogénien est exactement le parcours du méridien du gros intestin. Donc par exemple, la façon dont on digère et notre métabolisme va avoir un gros impact sur notre sillon. Si on souffre de problèmes de constipation, on aura un sillon qui sera d'autant plus creusé que si on a un bon processus d'élimination. Donc, là encore, ne s'occuper que du visage sans regarder ce qui se passe au niveau du corps, ce n'est vraiment que regarder une toute petite facette d'un grand écosystème. Et donc là, on peut partir du corps pour aller travailler le visage. Est-ce qu'inversement, le visage peut venir rééquilibrer des choses dans le corps ? Oui, absolument. Les flux qui nous traversent font que, effectivement, quand on libère des tensions au niveau du visage, on va réharmoniser la circulation énergétique et on va aider le corps à être mieux. Je prends l'exemple des tensions dans la mâchoire, le bruxisme, dont souffre un très grand nombre de personnes aujourd'hui. J'ai beaucoup échangé avec une personne, une nutrithérapeute qui est spécialiste du microbiote, qui avait écrit un livre sur le SIBO, tu sais, ces troubles, ces états inflammatoires de l'intestin grêle. J'avais préfacé son livre et en échangeant beaucoup avec elle, on s'est aperçu qu'en fait, toutes les personnes qui allaient la voir souffraient de bruxisme. Et moi, je me suis aperçue dans mes cours de yoga du visage que un nombre très important de personnes qui faisaient du bruxisme avaient des problèmes inflammatoires au niveau du ventre. Donc, là encore, on voit que effectivement, notre corps est extrêmement intelligent. En fait, finalement, et que cette logique que nous avons dans le yoga du visage n'est pas « Oh, mon Dieu, c'est un mauvais garçon, il vieillit, il me punit en faisant apparaître des rides, il faut que je le brutalise pour qu'il redevienne sage », entre guillemets. Non, c'est « Oh, il m'envoie un message. Quel message est-il en train de m'envoyer au travers de mon visage ?» Il y a des messages qui sont juste ceux du temps, et ça c'est normal, la peau change, effectivement tout ça, ça fait partie d'un processus normal, mais s'il y a des messages un petit peu plus intenses, qui justement me semblent très désagréables, c'est que souvent il y a un message beaucoup plus profond au niveau du corps, et que le corps utilise le visage comme un messager, pour nous indiquer qu'il y a un déséquilibre quelque part. Le visage, c'est la vitrine de tout notre corps et ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aime pas nos rides. Tu vois, Mira, en fait, souvent, ce ne sont pas les rides que l'on n'aime pas, c'est la symbolique de la ride. C'est très rare, moi, dans les élèves qui viennent me voir, qu'elles veuillent travailler sur les pas de doigts qui remontent vers le haut. Parce que ce sont des rides associées à la joie et au sourire. Par contre, le sillon nasogénien qui a une pente descendante et qu'on va associer un peu soit à l'aigreur, soit à la tristesse, soit à l'amertume, la ride du lion qu'on va associer à une forme de colère, celles-là, on ne les aime pas. Mais ce ne sont pas les rides qu'on n'aime pas, c'est le message de la ride. C'est ce que ça révèle sur nous, finalement. D'ailleurs, dans quelle mesure nos émotions, elles viennent s'engrammer dans notre visage ? À 100%. La mesure est 100%. Au moins, la réponse est claire. Alors, complètement. Les muscles du visage sont des muscles d'émotion. Ouais. Donc, ça... Et ils nous révèlent, en fait. Et si tu veux, l'avantage aussi, on pourrait dire à travers le temps, c'est qu'on ne peut plus se mentir sur ce qu'on ressent véritablement. Si on est très amer, on va voir apparaître la ride d'ailleurs qu'on appelle ride d'amertume. Tu vois, elle est où celle-ci ? Elle est là. Ah oui, c'est près de celle qui ici, là. Donc, près de la bouche. Voilà, qui tire les commissures vers le bas et qui creuse des sillons. On appelle ça la ride d'amertume. On appelle aussi la rivière de larmes. Effectivement, si on traverse des grandes périodes de tristesse et qu'on a beaucoup pleuré, on va voir cette démarcation qui se crée entre la paupière et la joue. Donc, d'ailleurs, dans la sagesse populaire, on donnait des noms d'émotions aux rides. Et là encore, je pense que ce qu'on n'aime pas voir, ce n'est pas tant la ride que l'émotion. Accepter ces émotions, c'est un processus qui n'est pas simple, mais la chance que nous avons dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas rose sous plein d'aspects, mais qui nous offre énormément de choses très positives sur d'autres, c'est qu'on a plein de techniques à disposition pour mieux nous connaître et aller vers un mieux-être intérieur et ne pas finalement sentir que c'est tabou. Et là aussi, si tu veux, ce que j'aime beaucoup dans la médecine chinoise, c'est qu'on fait le lien entre notre constitution physique, qui est unique, et qui fait qu'on a tous et toutes des forces et des faiblesses. Et ces forces et ces faiblesses vont se refléter dans le degré de vitalité de nos organes au départ. Et selon ces forces et ces faiblesses, on va avoir certaines propensions émotionnelles. Par exemple, une personne qui a un foie fragile, donc c'est le duo foie-vésicule biliaire, elle va avoir une propension à la colère beaucoup plus grande qu'une personne qui n'a pas cette dimension-là. Alors foie fragile ou en tout cas beaucoup d'énergie du bois mais qui peut être facilement contrariée. Donc ça aussi, c'est pas te dire la colère c'est une mauvaise émotion ou la tristesse c'est une mauvaise émotion. C'est juste que selon ce que l'on est, on va avoir une propension plus grande à certaines émotions.
Et dans ce cas-là, une fois qu'on sait ça, on se dit « Ah ben je vais arrêter de m'en vouloir » ou de laisser les autres me dire « Ah, arrête d'être aussi sensible, arrête d'être toujours triste, arrête d'être toujours en colère ». Ça fait juste partie de ma constitution. Et je sais de ce fait que si je travaille sur l'équilibre au niveau foie-vésicule biliaire, eh bien je ressentirai moins de colère et j'aurai moins de rides d'expression au niveau du visage. Et ça aussi, ça permet de prendre de la hauteur et d'arrêter de se dire « Oh, est-ce que c'est normal que je sois comme ça par rapport aux autres ?» On est tous uniques. Et dans le visage aussi, on est tous uniques. Et ça, c'est très important dans un monde où finalement les réseaux sociaux à la fois sont fantastiques. Et moi, je pourrais dire que mon métier ne peut exister tel qu'il existe que grâce à eux. Donc, je les remercie d'exister. Et en même temps, la contrepartie, c'est que y a des standards de beauté extrêmement forts qui sont posés via ces réseaux sociaux, qui sont très influents sur tous les âges, mais surtout sur les personnes les plus jeunes, et qui font que du coup, on pourrait très vite se sentir mal dans sa peau en ne ressemblant pas à un standard finalement que l'on voit beaucoup et qui aujourd'hui d'ailleurs on ne sait plus très bien s'il est réel. Oui, c'est ça, j'allais te dire, il y a quand même beaucoup de filtres, donc se comparer à des choses qui n'existent pas. C'est vraiment un défi. Et donc de se dire, dans le yoga du visage aussi, on a cette perspective de se dire, oh, mais en fait je suis unique, les éléments qui me constituent sont uniques, et c'est cette unicité que je vais chercher à révéler et à sublimer finalement pour pouvoir me sentir bien dans ma peau et avoir le plaisir de me regarder dans le miroir, avoir le plaisir de me montrer aux autres, parce que c'est agréable de prendre soin de soi et de se sentir bien dans son visage et dans son corps. C'est vraiment important pour le bien-être général, indépendamment de tout de toute cette communication, via l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et quand on apprend à se connaître par ce filtre-là, on se dit, ok, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et donc j'ai des axes vraiment très clairs pour travailler sur moi. Ce que tu as dit tout à l'heure sur les émotions qui sont présentes sur notre visage, ça m'a fait penser, il y a des nouvelles études en psychologie qui montrent qu'effectivement, pour atteindre une certaine émotion, il faut d'abord qu'elle se traduise, qu'elle passe par notre corps. Donc si je veux justement être habitée par des émotions, non plus de colère, mais de sérénité, il faut que je vienne travailler mon corps et ma posture pour ressentir ces émotions. Et en t'écoutant, j'ai l'impression qu'on peut effectivement changer et passer d'une colère qui serait peut-être un peu plus présente chez soi à plus de sérénité en venant l'inscrire aussi sur son visage, sur son corps. Oui, absolument. Si tu veux, en fait, je pense que les émotions qui ont le plus d'empreintes sur nous, c'est celles que l'on ne peut pas exprimer. Et finalement, il y a un petit adage au niveau du yoga du visage que j'aime bien, c'est « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, ressentir de la colère, c'est normal. Le problème, c'est que si on ressent beaucoup de colère et qu'on est complètement entravé dans l'expression de cette colère, eh bien, à la fois, on va attaquer nos organes intérieurs. En médecine chinoise, on appelle nos émotions les facteurs pervers internes, parce qu'elles se retournent contre nous. Et la zone intersourcilière, c'est une zone du bois en médecine chinoise. Et par exemple, on va dire que quelqu'un qui a des rides du lion très marquées, notamment depuis très longtemps, c'est la colère ressentie à l'adolescence. Par exemple vis-à-vis des parents ou vis-à-vis de l'école ou vis-à-vis d'un enseignant. Mais quand on est adolescent, c'est une période où on peut ressentir beaucoup de colère, mais on est encore jeune et on est encore très dépendant de son environnement extérieur. Donc exprimer cette colère, c'est pas forcément évident. On peut l'exprimer un peu comme ça, mais elle va être contrainte. Et à ce moment-là, peut venir se marquer une ou deux rides du lion qu'on va appeler justement l'aiguille suspendue ou le sabre suspendu selon l'intensité et la profondeur de la ride. Et ça veut dire « j'ai beaucoup d'énergie », mais en fait, elle a été comme entravée dans son expression et finalement elle se retourne contre moi. Et toutes les disciplines corporelles sont excellentes pour libérer cette énergie, absolument. Il faut passer par le corps parce que le corps garde la mémoire et le tissu qui garde tout principalement la mémoire, c'est justement le fameux fascia. C'est super intéressant, du coup c'est une bonne lecture aussi des émotions des autres, le visage. Ah mais oui, et d'ailleurs il y a tout un art, tu vois, que ce soit en Chine ou au Japon, et j'en parlais justement avec Ena, avec qui j'ai co-écrit mon dernier livre, la semaine dernière en lui parlant d'un japonais, orthodontiste japonais qui est très populaire sur les réseaux sociaux et dont j'aime beaucoup l'enseignement parce qu'il est très proche finalement du yoga du visage, mais elle me disait « Ah, je ne le sens pas du tout, nous au Japon, on a cette capacité de lire les visages par rapport à l'anatomie, aux traits, etc. et je pense que ce n'est pas une belle personne. » Et donc il y a tout un art asiatique de lecture des visages justement par rapport aux expressions et que nous on a un petit peu intuitivement quand on est enfant. On sait si quelqu'un est en colère, joyeux. Est-ce qu'il y a une forme d'intuition ? Je pense que les animaux l'ont aussi. Il y a beaucoup de choses d'expression. C'est très archaïque tout ça, en fait. C'est notre langage universel de communication. Donc on l'a un peu, mais on l'a un petit peu perdu, nous, aujourd'hui. Parce qu'en plus, on se regarde
On se regarde beaucoup, mais par écran. Mais moins, oui, quand même. Mais beaucoup moins. On le voit, par exemple, quand on prend les transports en commun, personne ne se regarde. Et puis, il y a une forme de pudeur aussi, parce que regarder absolument. Comme ça une personne, on n'est pas toujours à l'aise d'être regardé quand même. C'est vrai, on a tendance, on le sent. D'ailleurs, quand on est regardé, on le sent, et puis on se demande un peu avec quelle intention l'autre nous regarde. Mais oui, il y a tout un art de lecture des visages qui est, là encore, ancré dans les disciplines asiatiques, qui s'appelle la symbolique du visage, qui est très intéressante. C'est vraiment passionnant. J'avais une autre question pour toi, Sylvie. Donc, on a parlé des émotions. Je voulais qu'on parle aussi un peu du bien-être, mais du stress aussi. Dans quelle mesure une pratique comme la tienne, le yoga du visage, elle va venir aussi baiser un peu du stress et surtout nous faire sentir mieux aussi au quotidien? Merci pour ta question, Mira, parce que justement, je trouve que s'il y a bien une zone au niveau du corps qui nous permet de ressentir rapidement les bénéfices d'une pratique corporelle, c'est le visage. Alors, pour plusieurs raisons. Tous nos organes des sens sont sur notre visage. On voit par le visage, on entend par le visage, on sent par le visage, on goûte par le visage et on interagit avec le monde extérieur avant tout par le visage. Donc c'est la zone d'interaction avec le monde extérieur et quand on parle de stress, en fait on parle souvent de saturation des organes des sens. Le bruit, les odeurs, la vue. Là encore, nous passons, comme on l'a évoqué avant d'enregistrer le podcast, on passe des heures et des heures devant des écrans, on a les yeux fatigués et ça nous génère du stress. Et puis on voit des choses qui sont parfois violentes, des choses qu'on n'a pas envie de voir et qui passent comme ça. Qui s'imposent à nous d'ailleurs. Qui s'imposent à nous beaucoup, des écrans partout aussi. Avant, il y a quand même beaucoup moins d'écrans. Maintenant, on prend le métro, on a des écrans, etc. Donc, le visage est la zone de réceptivité absolue et par laquelle on va avant tout ressentir, vivre les interactions avec le monde extérieur. Donc le fait d'apaiser le visage va justement permettre de nettoyer tout ça. Et là encore, j'en reviens sur les points d'acupression et la médecine chinoise. Les méridiens qui traversent le visage sont des méridiens qui vont ensuite très vite communiquer avec le cerveau, parce qu'on a le cerveau aussi juste derrière toute cette structure physique que l'on touche. Et je pense que tu l'as déjà vécu, on peut aller se faire masser le visage juste pour un soin, et on ressort, on est détendu jusqu'au bout des orteils. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup comme retour dans les pratiques de yoga du visage, c'est 5 à 10 minutes matin et soir. Mais le bien-être que cela procure et l'impact sur la qualité du sommeil, sur la gestion du stress au quotidien, sur le bien-être général est très très grand. On aura parlé de la mâchoire et du bruxisme. Là aussi, s'il y a bien une zone qui montre une surcharge de stress, c'est la mâchoire tendue. Et quand on vient détendre la mâchoire, on peut le faire soit à l'extérieur, mais je trouve de façon plus efficace encore en faisant des massages en intrabuccal, on ressent une détente, mais jusqu'au bassin. La mâchoire est une extrémité de la colonne, le bassin est l'autre extrémité, et ça joue même sur notre posture corporelle que de détendre la mâchoire. C'est vrai que moi, il n'y a rien qui me détende plus que le massage du visage. C'est vraiment unique. Je trouve que c'est pas comparable à d'autres organes du corps. Donc je te rejoins complètement. Et donc oui, le visage est une zone privilégiée. L'avantage, c'est qu'il est très facilement accessible. Et le gros avantage aussi du monde d'aujourd'hui, c'est que sont vraiment entrées dans les mœurs les routines beauté. Là encore, c'est toujours pareil. Avec un certain excès, je pense aujourd'hui, 15 étapes, beaucoup de produits, parfois très chimiques, etc. Ce qui, je pense, n'est pas une bonne chose pour la peau. Mais la contrepartie très positive de tout ça, c'est qu'on passe du temps avec soi. On se touche et rien que quand on applique un produit, on est en contact avec la peau. Donc tout ça apporte énormément de détente, relance la circulation, nous permet de travailler sur cette circulation énergétique et sur ce mieux-être et cet apaisement du stress. Tu en as parlé un petit peu au début, il y a cette relation à soi, donc c'est une forme d'amour, en quelque part, de prendre soin de son visage. Et dans quelle mesure ça vient aussi, si on n'est pas forcément inscrit que dans des standards de beauté, booster aussi une forme de confiance, une forme d'énergie vis-à-vis de soi? Je pense, tu vois, que tout ce dont on prend soin, on apprend à l'aimer. On va dire ça d'une plante, on achète une plante et puis on l'arrose, on la regarde fleurir, etc. Et on a un attachement pour cette plante, avec un animal domestique, avec nos enfants. On en prend beaucoup soin. Alors bien sûr, ce sont nos enfants, on les aime par nature, mais plus on en prend soin, plus on les aime. On crée un lien, en fait. Et donc c'est pareil avec notre corps. Un corps que l'on délaisse, que l'on critique en permanence, que l'on regarde dans le miroir comme ça et on lui envoie plein d'injures mentales, etc. parce qu'il n'est pas conforme, petit à petit, on crée une distance avec lui et on l'aime de moins en moins. Un corps que l'on touche, alors il y a cette sécrétion d'hormones qu'on appelle l'ocytocine, etc., mais que l'on sécrète aussi dès qu'on est touché. Donc quand on reçoit un massage, on la sécrète, mais quand on se masse, on la sécrète aussi. Et donc je pense qu'on apprend à s'aimer quand on prend soin de son corps. On apprend à l'aimer. On le voit aussi, si tu veux, dans
dans sa force et dans sa faiblesse, dans ces zones vraiment qu'on aime bien, et puis les zones qu'on aime moins, on les trouve presque vulnérables. En fait, il ne viendrait pas à l'esprit, quand notre enfant est malade, de lui crier dessus en disant « t'as une sale tête aujourd'hui ». Ça semblerait, mais ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et bien nous, c'est ce qu'on fait sur nous. On est malade, on se regarde dans le miroir, tout de suite on va s'envoyer une pensée négative. On se touche et on dit « ah, mon corps, mon visage, tu es fatigué aujourd'hui, tu as besoin que je prenne soin de toi ». Et on va venir le toucher avec douceur et on va sentir qu'il répond à ça. Il est heureux en fait, un corps qui est chouchouté avec bienveillance devient heureux, et dans ce cas-là, il peut rayonner, et dans ce cas-là, finalement, les marques de tension, petit à petit, elles peuvent s'effacer durablement, et on est allié avec notre corps au lieu d'être contre lui. Si je devais donner vraiment, résumer en une phrase, une partie de ma mission en enseignant le yoga du visage, c'est vraiment cette réconciliation. En fait, on a la chance d'avoir un corps. Il fait des choses extraordinaires à chaque seconde. Quand on y pense, il respire, il digère, il interagit avec le monde extérieur, il essaye de supprimer les virus. On parle souvent de pervers à l'extérieur, de personnes perverses à l'extérieur, mais alors nous, vis-à-vis de notre corps, on est souvent dans une relation de harcèlement pervers, et de dire mais je sors de cette boucle. Et de surperformance, et de toujours plus faire. Voilà, il n'est jamais assez bien. Ouais, c'est ça. Jamais, en fait, on pourrait toujours être dans cette dynamique d'autodestruction. Alors, on va dire, ok, je m'arrête, je l'honore. Et ces zones de fragilité, oui, je les vois, mais justement, ce sont des zones qui m'invitent à prendre soin de moi avec un peu plus de douceur, parce que ce sont des zones de vulnérabilité, et la vulnérabilité n'est pas un défaut. En fait, c'est juste une vulnérabilité qui appelle à plus de douceur et plus de bienveillance. J'aime beaucoup ce mot réconciliation, et puis ce que je lis aussi dans tes propos, c'est vraiment être en gratitude pour ce que le corps nous permet de faire au quotidien. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie dans nos vies un peu chargées, nos vies axées sur la performance, la réalisation. Et je trouve que c'est un très beau message, et c'est important de le redire, que notre corps, c'est pas notre ennemi, que c'est notre Sans allié, lui, en fait. c'est fini. Ouais. En fait, il suffit d'avoir un gros pépin de santé, ou de se casser une jambe ou quoi que ce soit, et là on se dit, ah oui, je ne remercie jamais mes jambes de marcher avant, mais maintenant qu'elles ne peuvent plus marcher, je me dis, waouh, impressionnant. En fait, et là, soudainement, on a des petits moments de réalisation. On se dit, ça allait de soi quand ça allait bien, mais quand ça va plus aussi bien, on réalise quelle chance on a d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et si tu veux, je pense que on est dans une période aujourd'hui où, dans ce monde artificiel, qui de nouveau n'est pas que porteur de choses négatives, mais qui a son lot de choses négatives, on est très coupé du vivant, de la nature, et ce qui est naturel semble un peu aller de soi. Donc on parle un peu de l'écologie quand même, en disant bah oui, il y a des choses qui allaient de soi mais qui vont de moins en moins de soi parce qu'on les a tellement abîmées qu'elles sont perturbées aujourd'hui. Mais notre corps c'est pareil en fait, finalement c'est le dernier rempart qu'on ait pour rester un peu avec un pied dans la nature. Lui il est composé des éléments, il a des fonctionnements qui sont les mêmes depuis des milliers d'années, et c'est très important de les honorer parce que sans lui tout s'arrête en fait. Ouais, rester ancré quoi. Rester ancré, absolument. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail de comment on peut pratiquer le yoga, Sylvie. Tu vas nous donner quelques conseils, mais voilà, comment on peut justement se masser? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui voudraient s'initier, qui ne connaîtraient pas du tout? Alors, se dire déjà, on a des vies qui sont très chargées, et si on se dit oh, il faut que je me rajoute une demi-heure par jour de pratique de yoga du visage, souvent ça semble être le rempart que l'on ne franchira pas, sauf si vraiment on se sent en détresse, mais de se dire on prend toutes et tous aujourd'hui un peu soin de soi dans la salle de bain. Alors le public du yoga du visage est essentiellement féminin, mais tu vois là par exemple je donne une formation en avril, une formation professionnelle, et pour la première fois j'ai 2 hommes qui se sont inscrits, profs de yoga, mais pareil il y a quand même plus d'hommes qui viennent aussi au cours avec cette évolution finalement du soin de soi, ça commence aussi à intéresser les hommes. Donc on prend tout soin de soi, on applique une crème, un sérum, etc. Donc se dire je profite de ce moment-là pour avoir une gestuelle consciente. Une gestuelle un peu, qui réponde à mon besoin. Je vais pas appliquer comme ça n'importe comment, je vais en profiter vraiment pour me masser d'une certaine façon, venir stimuler quelques points d'acupression, tonifier quelques muscles. Donc on profite des moments que l'on passe dans la salle de bain, matin et soir, pour faire sa routine de yoga du visage. Au-delà de ça, pour découvrir les pratiques, dans l'idéal de l'idéal, c'est bien de commencer avec une professionnelle qui peut, au travers d'un cours particulier, donner les bonnes lignes directrices. Je ne conseille pas nécessairement de suivre des tutos, en tout cas comme ça, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de tutos qui sont faits par des personnes très jeunes. Et le yoga du visage pour les personnes matures
notamment avec une peau mature, implique beaucoup de précautions. J'ai reçu récemment beaucoup d'élèves en cours particulier qui s'étaient abîmés le visage en suivant des tutos avec des ventouses, des gua sha, en tirant beaucoup trop fort, en faisant des massages beaucoup trop violents, avec des outils qui sont ultra puissants, qui d'ailleurs viennent de la médecine chinoise, mais là encore qui impliquent le bon choix d'outils, les bonnes préconisations, etc. Donc un cours particulier ou des cours collectifs, il y a beaucoup de cours collectifs qui existent aujourd'hui, mais c'est très bien quand même d'avoir une interaction avec une personne vivante qui peut regarder avant d'aller nécessairement dans des applications où il y a plein de tutos qui sont enregistrés mais qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins des personnes. Ça va de soi avec le yoga corporel, c'est vrai qu'on sait bien que notre corps a certaines limites, notre visage aussi, et comme au niveau du corps, plus on avance dans le temps, moins on va se lancer dans des pratiques ultra puissantes sans préparation. Si on a 60 ans, on va pas se mettre à courir un marathon si on n'a pas fait de jogging depuis 30 ans. En matière de yoga du visage, c'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça implique au départ de connaître ses muscles, de faire un état des lieux de la peau, de l'élasticité, de la fermeté, etc. pour faire les pratiques en toute conscience et en toute sécurité. Après, moi, c'est vrai que j'ai écrit un certain nombre de livres depuis donc 6 ans, le 7e c'est possible, mais dans un monde où on veut toujours aller très vite, on prend plus le temps. En fait, aujourd'hui, on veut que, ça y est, on a trouvé l'exercice miracle, on peut le faire à coup sûr, il va fonctionner pour tout le monde, tout le temps. Ça n'est pas vrai, en fait. Donc, il faut un petit temps quand même d'appropriation, soit en cours particulier, soit en cours collectif, soit en lisant un livre, mais avec attention de bien lire toutes les lignes du livre, de bien lire le chapitre d'introduction avec les pour, les contre, les précautions d'usage, etc. Et après, ça se pratique idéalement en prévention 2 à 3 fois par semaine, et puis après en correction 1 à 2 fois par jour. Ok, et tu parlais de 5 à 10 minutes, donc en fait ça oui, pas nécessairement, c'est pas long. C'est pas long, le visage est composé de petits muscles, donc là où pour tonifier un biceps il va falloir plusieurs semaines d'entraînement intensif ou des abdominaux, au niveau du visage les muscles sont petits, donc l'impact va être très rapide. À partir de combien de temps on peut voir des effets et qu'est-ce qu'on peut observer comme effet? Alors, justement tout de suite, si tu veux, dès que tu fais même tes 10 minutes, tu vas augmenter la circulation, donc tu vas tout de suite voir ton visage qui est revitalisé, il sera plus vivant, la circulation sanguine aura été augmentée, donc il y aura plus de glow instantanément. Et puis après, les bénéfices vont s'installer. Donc, on voit les résultats tout de suite. Après chaque petite session, le visage est plus vivant, on a plus d'éclat, on a plus de glow, la circulation sanguine est augmentée, de même que la circulation lymphatique, donc ça c'est instantané. Au niveau musculaire, on a vraiment des pratiques à effet instantané. Par exemple, on a une mâchoire tendue. Quand on a des tensions dans la mâchoire, ça tire les traits du visage vers le bas. On détend les muscles de la mastication. Tout de suite, au niveau des commissures, ça remonte. Mais c'est instantané, en fait. Et là, on se dit « Waouh, c'est magique !» Non, ce n'est pas magique. C'est juste que, comme le dit l'expression populaire aussi, avoir les traits tirés. Et quand on détend les muscles qui tirent les traits, on a les traits moins tirés. Et puis après, en matière de renforcement musculaire, ça dépend du point de départ, bien sûr. Comme en matière de corps, on n'aura pas toutes et tous la même rapidité de fabrication d'une masse musculaire, mais au bout de quelques semaines, on voit vraiment la différence. Et on voit aussi la différence vraiment sur le grain de la peau. Oui, on a une peau beaucoup plus unifiée. En fait, on a besoin, nos tissus ont besoin de massage. On en parle aussi au niveau du corps. C'est vrai que pour tout ce qui est circulation lymphatique, le visage, c'est pareil. Et est-ce qu'il y a justement des mouvements qu'on peut faire même dans la journée pour se détendre un petit peu? Moi, je pensais au front, justement. Souvent, on fronce les sourcils, on a le front un peu tendu, je trouve. En tout cas, moi, j'ai souvent le front tendu. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Simplement appuyer comme ça, avec les bouts des doigts. Déjà, ça va détendre. D'accord. De venir masser le long de la ligne des cheveux, ça va détendre. De tirer comme ça, ici, un tout petit peu sur les sourcils vers l'extérieur, ou voire en mettant les paumes de main sur les tempes, ça va détendre aussi. De venir même, tu vois, se presser sur la mâchoire ici, en faisant des petits points au niveau de l'articulation temporomandibulaire et du bas de la mâchoire, ça va détendre. De bâiller. Bâiller, c'est fantastique. C'est le mouvement royal. Et de sourire. Sourire, ça va tonifier. Le mouvement du sourire est le mouvement qui engage le plus les muscles élévateurs au niveau des joues et qui va donc permettre finalement d'avoir un effet d'ouverture, de lissage des petites rides autour de la bouche et de remonter les commissures le plus efficace qui soit. D'ailleurs, souvent, on prend un coup de vieux quand on traverse des choses difficiles émotionnellement et qu'on sourit beaucoup moins pendant très longtemps. Super intéressant. Et les yeux, d'ailleurs, parce que moi, je remarque que les yeux, on les bouge pas beaucoup et parfois, moi, quand je fais quelques exercices à la fin de la journée, j'ai l'impression de pas du tout avoir bougé mes yeux et ça me fait mal même de regarder vers le haut et là, je me dis, on sollicite. Je pense que on était très vigilants. D'ailleurs, si on marche à l'extérieur sans regarder son téléphone, on s'aperçoit que... On le fait moins, effectivement. Mais on le fait moins. Et aujourd'hui, même quand on marche,
On regarde le téléphone, on est dans les transports, on regarde le téléphone, donc on a un regard qui est fixe en permanence, ce qui affaiblit beaucoup à la fois les muscles des paupières, mais aussi la petite musculature intérieure de l'œil, qui va faire qu'on va avoir des yeux qui vont voir moins bien et qui vont se fatiguer très vite, etc. Donc oui, c'est très important de mettre de la mobilité. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de temps, 5 à 10 minutes, de la régularité, et on va avoir des effets physiques, mais sur notre bien-être de manière générale, assez rapidement finalement. Absolument, tout à fait. C'est la magie, d'une certaine façon, de cette discipline. Mais ça nécessite quand même d'avoir de la persévérance, dans le sens où il faut le pratiquer régulièrement. C'est comme un muscle, donc si on s'arrête, les effets se tarissent un peu. Disons que, alors, on les travaille de nouveau toujours quand on... Là, se parle, on les travaille, quand on mange, on les travaille, quand on sourit, on les travaille. Donc je dirais qu'il faut avoir cette discipline de 5 à 10 minutes dans la journée. Et puis après, si tu veux, ce qui se développe aussi, c'est une forme de conscience corporelle. C'est que par exemple, si on a pris l'habitude de toujours se mordre la lèvre, au bout d'un moment, on va voir apparaître des rides d'expression autour de la bouche. Et souvent, les élèves, de nouveau, en cours particulier, me disent « Je ne comprends pas, j'ai ma bouche qui devient réalisée que vous faites ce mouvement, mais 10 fois par minute. » On imagine sur une vie, 10 fois par minute, un mouvement qui vient replier la commissure vers l'intérieur. Quand on vieillit et que le fascia perd un peu de son élasticité, de sa densité, ça va se voir à l'extérieur. Donc il y a toute une part de rééducation aussi dans nos expressions. Et tu vois, c'est la différence entre avoir un visage vivant et avoir un visage stressé qui a plein de mimiques d'expression, de tics d'expression comme des formes de décharge du stress, en fait. Et donc, en yoga du visage, nous essayons d'avoir un visage vivant, tout est mobile, tout est capable de fonctionner, mais serein, avec des grands moments de détente. Et c'est là vraiment cet équilibre que nous essayons de trouver. Et c'est quand même accessible à tout le monde, c'est ça que je retiens aussi, quel que soit son âge finalement. C'est accessible à tout le monde, on peut même commencer quand on est adolescent, parce que les adolescents ont plein de tensions sur le visage aussi. On peut le faire, moi j'ai des élèves qui ont plus de 80 ans et qui font leur yoga du visage tous les jours. On a besoin de ses mains, bien sûr il y a des outils, etc. qui permettent d'aller un peu plus loin, mais on peut n'avoir que ses mains, on est autonome, on n'a pas besoin d'avoir un budget délirant. C'est vraiment une pratique qui donne aussi un sentiment de sécurité, parce qu'on ne se dit pas « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ci, ça, ça ». Non, en fait, à partir du moment où on est déterminé, besoin de rien, juste de ses mains et de sa conscience corporelle. De soi, de sa propre compagnie. C'est ça, et de sa propre compagnie, exactement. Mais d'ailleurs, tu parles des adolescents, mais d'ailleurs, les petits, on le voit, dès qu'ils sont stressés, on leur caresse le visage, les enfants, tout de suite, il y a cet apaisement et le visage, il y a vraiment quelque chose qui se produit. Un enfant qui est malade, qui est tendu, qu'on caresse, et on va lui caresser le front, etc. On va passer par le visage, plus que par toute autre zone, parce que c'est vraiment une zone d'apaisement du système nerveux. Tu as parlé un peu des tapes, là, des bandes qu'on utilise. À quoi ça sert et est-ce que le grand public peut les utiliser en autonomie ? Oui, alors ce sont des bandes qui viennent de la kiné corporelle et de l'ostéopathie. Un des pères fondateurs de cette technique est un chiropracteur et acupuncteur japonais, Kenzo Kase, qui est décédé il y a 1 an et demi, auprès duquel j'ai eu la chance de me former il y a quelques années. Et donc lui, c'était vraiment pour le corps au départ qu'il a introduit cette technique, en voyant que finalement, elle était très complémentaire aux manipulations physique et à la pose d'aiguille d'acupuncture, en travaillant justement sur ce fameux fascia. La technique s'est transposée au niveau du visage, de même que le yoga, la gym, etc. On dit oui, on a des muscles aussi, on a un fascia aussi, donc ce qui marche au niveau du corps marche aussi au niveau du visage, et c'est une technique absolument extraordinaire en complément vraiment du renforcement musculaire et des pratiques d'étirement et de détente. Et là, on va avoir un travail en profondeur sur le fascia. En fait, quand on va poser la bande, on va soulever légèrement l'épiderme. Et donc les tissus vont retrouver un espace. En fait, avec le temps, nos tissus se sédimentent les uns sur les autres. Et donc, ils vont un peu se cristalliser, se verrouiller. Et ça va faire qu'on va voir de plus en plus nos rides d'expression apparaître à l'extérieur. Donc là, on va créer un espace et le fascia a une formidable capacité d'autorégénération puisqu'il contient les fibroblastes, les cellules productrices de collagène. Et quand on va lui donner cette aération, on va l'inviter à se régénérer, à se renouveler. Donc c'est fantastique. Vraiment, ça fait partie de mes 2 derniers livres, donc celui qui est sorti en 2024, qui s'appelle Mes secrets de beauté holistique, qui avait vraiment une approche énergétique de médecine chinoise, avec une dimension par la pose de tape, pour travailler un peu plus en profondeur, et puis du tout dernier qui sort le 20 février, qui est coécrit avec une facialiste japonaise, dans laquelle on a vraiment une méthode en 3 étapes, détendre, tonifier, remodeler, et la 3e étape, le remodelage, passe par la pose des tapes.
Les poses sont très bien expliquées dans le livre et je fais aussi beaucoup de tutos sur la question, ainsi que voilà, des ateliers en ligne ou en présentiel pour vraiment bien expliquer comment poser les tapes. Bien sûr, ça demande une certaine précaution, une certaine conscience. Il y a des choses à respecter pour ne pas faire mal à la peau, mais quand on les pose bien, c'est fantastique. Et c'est des choses qu'on peut se procurer, ces tapes, assez facilement? Absolument. Alors, il y a un distributeur, donc chez les kinés, les sites professionnels de kinés, on les trouve. Et puis là, il y a le site Bijo, je ne sais pas si tu les connais. C'est un concept store japonais, donc ils sont une boutique rue Casimir de la Vigne. Ils sont aussi au Bon Marché. D'accord. Et ils ont aussi un site en ligne et ils sortent un tape là, couleur peau. Donc, on peut assumer de garder. On peut sortir avec. Presque. S'il est placé sur le cou, etc., franchement, ça pourrait. Ouais. Oui. Super. Déjà, merci Sylvie, parce que je pense qu'on a une bonne vision maintenant de ce que c'est que le yoga du visage et de ce que ce n'est pas. Je pense que c'est important de se le dire. Aujourd'hui, c'est un marché qui est vraiment en explosion. Il y a des applications, il y a des tutos, t'en as parlé, il y a des personnes expérimentées comme toi. Quel avenir, toi, tu vois pour le yoga du visage? Alors, je pense que c'est une discipline qui a vraiment vocation à s'inscrire dans le thé de toutes ces disciplines esthétiques en se disant, ben oui, j'ai cette possibilité de travailler sur mon visage comme le yoga. Aujourd'hui, finalement, on n'imaginerait pas la disparition du yoga. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le yoga du visage a le même avenir que le yoga pour le visage. Donc, ce que le yoga hatha et autres disciplines est au corps, le yoga du visage l'est au visage avec, je pense, un très bel avenir. Ce à quoi il faut prêter attention, effectivement, parce que la gymnastique faciale a connu un processus similaire dans les années 70-80. Donc, on avait la gymnastique faciale et puis elle est totalement tombée en désuétude, notamment parce que, et à très juste titre, un certain nombre de médecins esthétiques ont alerté sur les dangers de la gymnastique faciale qui crée énormément de rides d'expression. Parce que, en fait, à force de faire plein de grimaces pour tonifier les muscles, on en venait à se créer beaucoup de contractions et donc de rides d'expression. Donc, la fragilité, je dirais, c'est le fait que les réseaux sociaux mettent en avant des personnes qui ne sont pas compétentes, en fait, pour proposer des tutos de yoga du visage et qui sont parfois suivis et qui font que les personnes se disent soit c'est dangereux, ce qui est le pire, soit ça ne marche pas, bon, c'est moins grave. Et donc de se dire, ah bah oui, finalement, quand ça n'est pas bien fait et quand ça n'est pas bien enseigné, et en tout cas d'essayer vraiment d'inviter les personnes qui ont envie de se lancer dans le yoga du visage à toujours s'écouter. Le corps sait. Le visage sait, et de pas se dire, bon, là, j'ai l'impression que je suis en train de me détruire le visage, mais sur le long terme, ça va certainement lui faire du bien. D'ailleurs, il y a des choses très... Aujourd'hui, Amira, vraiment, mais c'est d'ailleurs repris par des humoristes. J'ai une personne qui me suit sur Instagram a envoyé une petite vidéo ce matin d'un humoriste. On voit des tutos avec des aspirateurs. La personne s'aspire le visage. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez curieux. Hallucinants, en fait. Et en disant, oui, vous n'avez pas besoin d'une ventouse, on prend l'aspirateur. Et de dire, ne pas perdre une forme de bon sens. Ouais. Tu vois, ça c'est très important parce que aujourd'hui, comme on est dans un univers très virtuel, notre mental a beaucoup de poids. Beaucoup plus que notre corps. En fait, on écoute beaucoup plus notre tête que notre corps. Et donc, même si tout dans notre corps nous dit c'est absurde, si notre tête se dit oh, mais si, j'ai vu ce tuto, il y a 1 million de personnes qui font ça avec des effets incroyables, eh ben on va avoir tendance à écouter notre tête. Donc, d'essayer vraiment de se dire, alors j'essaye vraiment de m'affranchir de tous ces petits signaux positifs que je vois et me dire est-ce que ça me semble pertinent et logique pour moi, tu vois, et donc de garder du bon sens, vraiment, par rapport à ça. Et sinon, je pense que c'est une discipline qui a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup d'enseignants, j'ai formé plusieurs centaines de personnes à la façon dont moi je vois le yoga du visage depuis quelques années. Alors je suis un peu en train peut-être de changer un peu, parce que c'est vrai que j'ai lancé les formations en 2020, donc ça fait 5 ans de formation intensive, et c'est comme toi, après on sent qu'on a peut-être besoin de changer un tout petit peu les choses, mais il y a beaucoup d'enseignantes qui sont soit esthéticiennes, soit enseignante de yoga qui enseigne le yoga du visage avec beaucoup de succès. C'est une très très belle discipline, vraiment. Et puis tu sais, ce qu'on enseigne, on se le dit aussi à soi. Et d'enseigner le yoga du visage, ça nous permet aussi de nous rappeler ce message pour nous-mêmes et de se dire, oui, moi aussi, je dois avoir cette pensée bienveillante vis-à-vis de moi, ce qui n'est pas simple pour les personnes qui sont dans le domaine de l'esthétique. Elles ont un poids sur les épaules par rapport à leur apparence physique qui est encore plus grande que quand on est dans un autre domaine. Pour dire, ah bah oui, mais alors si toi, tu vieillis, c'est que ça marche pas. Et donc de se dire comment je compose dans tout ça en me disant, oui, je suis enseignante de yoga du visage, ça veut pas dire que je ne vais pas vieillir. C'est normal, je vais vieillir aussi. Donc comment je joue... Il y a un chat qui a sauté sur la table. Voilà, et qui vient se frotter au micro.
Donc ce que je retiens, c'est effectivement garder quand même son esprit critique, se poser la question de ce qui me convient. Et c'est quand même la reconnexion à soi. De nouveau, tu vas suivre un tuto comme ça en disant « Ah là là, c'est ok, génial, c'est la nouvelle tendance, allez hop, j'y vais. » Dire « Ok, je regarde, mais qu'est-ce que me dit mon corps par rapport à ça ?» Et du coup, je rebondis là-dessus, Mira, aussi, tu vois, sur est-ce qu'on fait du yoga du visage dans l'ascenseur, au feu rouge, etc. On peut un petit peu. Mais dans l'idéal, c'est un moment de reconnexion. Ouais. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire « je fais du yoga dans l'ascenseur ». De garder vraiment ces petites pratiques comme un moment de reconnexion à soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un petit exercice pour repulper un peu la bouche avant une photo, mais de se dire « ah oui, dans ma salle de bain, 10 minutes, vraiment, je suis connectée à moi ». Pour finir, Sylvie, est-ce que tu peux nous parler de ton livre ? Tu en as un petit peu parlé pendant l'interview de ce dernier livre que tu as sorti. Absolument. Alors, j'ai eu la joie d'écrire donc mon dernier ouvrage qui s'appelle « Ma révolution beauté du visage », donc qui sort aux éditions Le Duc, avec une facialiste japonaise réputée qui s'appelle Ena Narumi, avec laquelle j'ai travaillé depuis un peu plus d'1 an. C'était une très belle rencontre parce qu'on a une philosophie commune. Elle était venue en France, je suis allée la voir à Tokyo l'année dernière, et j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir proposer une approche intégrée de nos 2 disciplines pour proposer un accompagnement qui soit très efficace et très rapide. Le Japon a cet avantage d'avoir vraiment en lui-même la notion d'efficacité très forte, de précision et d'efficacité. Et c'était très complémentaire de mon approche, moi qui était plus dans le yoga avec une notion du temps long. Et elle, je sais que, par exemple, elle organise des très grandes compétitions internationales où il faut transformer un demi-visage en 5 minutes. Donc au début, j'étais un petit peu, waouh, 5 minutes, c'est très très court, mais ça nous a vraiment permis finalement de réunir nos 2 disciplines pour effectivement proposer des méthodes qui correspondent très bien au monde moderne où on a peu de temps et on a besoin de choses efficaces, et de montrer qu'avec des techniques exclusivement manuelles, on arrive à avoir des bénéfices extraordinaires. Donc on a détaillé chaque problématique du visage, le double menton, l'affaissement de l'ovale, la ride d'amertume, le sillon, la paupière tombante, etc. Et dans chaque chapitre, on propose une méthode en 3 étapes avec des programmes quotidiens sur 1 mois. Donc vraiment, on prend nos lecteurs par la main et on les guide dans la réalisation des exercices en leur disant bien ce qu'ils font le matin, ce qu'ils font le soir en matière notamment de pose de tape, pour qu'au bout d'1 mois, on se dise « Waouh, j'ai vraiment réussi à transformer mon visage ». Et c'est possible, quel que soit l'âge que l'on a. Bien sûr, si on a 20 ans, les choses ne se passent pas exactement de la même façon que si on en a 60, mais quel que soit l'âge que l'on a, on peut vraiment entrer dans la révolution beauté du visage au travers de cette alliance de techniques japonaises et françaises. Merci infiniment Sylvie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver donc sur Instagram. Ma page, c'est sylvie.lefranc. J'essaye d'être active et de publier régulièrement des petits tutos, des partages, etc. J'ai également une chaîne YouTube. Je pense que si vous tapez Sylvie Lefranc, il y a des petits numéros derrière, mais en tapant Sylvie Lefranc, on me trouve. Mon site, c'est sylvielefranc.fr. Je reçois en cours particulier sur Paris. C'est quelque chose qui est très précieux pour moi de continuer à recevoir les élèves en one-to-one parce que je peux vraiment les accompagner, et moi, ça me permet aussi... Chaque visage est un paysage, un univers, une dynamique particulière. Et c'est dans cette rencontre, justement avec mes élèves, que je continue à faire mûrir ma discipline. Parce que chaque visage qui vient à moi vient avec ses spécificités, et ça me permet vraiment de faire évoluer les choses. Donc je reçois en cours particulier sur Paris, je reçois en cours particulier en ligne aussi pour les personnes qui sont plus loin. Et je donne un certain nombre du coup d'ateliers et de formations aussi pour les professionnels. Chaque visage est un paysage, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Sylvie pour ce moment suspendu en ta compagnie. Avec une grande joie, Amira. Très belle journée. À très bientôt. À très bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.